Alors, bonjour à tous. Ici Véronique Morin, leader de la pratique en gestion de changement chez Agenda EFI. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre 9e webinaire de la série Restons connectés. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. D'abord, permettez-moi de remercier tous ceux qui sont présents avec nous depuis le début de nos webinaires. On a débuté ça le 24 mars dernier. Pour ceux qui en auraient manqué, je vous invite à aller voir ou revoir les 8 rendez-vous sur le site restontsconnectés.com. J'ai dit 24 mars et en même temps, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Avez-vous, comme moi, perdu un peu la notion du temps? On est dans notre 5e semaine de confinement. Et par moments, j'ai presque l'impression que ça fait 5 mois. Un peu comme si on vivait le jour de la marmotte, hein? Tellement nos déplacements sont limités, nos espaces sont restreints, on vit la même chose ou presque chaque jour. En même temps, ça fait bientôt 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Vous m'avez manqué. Et la vie a continué. Mais vous avez continué à nous écrire et nous, de notre côté, on a continué à voir des clients, à discuter avec eux. Puis on a pris un peu plus la mesure de ce qui se passe maintenant dans ce nouvel état normal ou je dirais peut-être de plateau dans la crise. Alors, dans cet esprit-là, on a eu envie de répondre aux questions qui nous ont été posées dans ces échanges-là depuis le début de la distanciation sociale et du télétravail. Comment on va faire ça? Alors, on est en mode Vox Pop. On débute par quelques questions et réponses de nos experts. Ensuite, on va passer en questions en temps réel. On va tenter de faire à travers, on va vous demander de répondre, de poser vos questions par le question-réponse, donc en bas de l'écran, le Q&A ou le Q&A au bas de votre écran. Si on n'arrive pas à répondre en direct, soyez assurés qu'on va tenter de le faire à travers nos différentes publications. Alors, continuez à nous suivre. Je vous rappelle que pour une meilleure expérience utilisateur, vos micros et vos caméras sont fermés. Et je vous invite aussi à fermer un maximum d'applications sur votre poste de travail pour une performance optimale de l'outil. Aujourd'hui, on a fait une combinaison d'experts pour aborder l'aspect humain et l'aspect technologique de vos questions sur la collaboration à distance avec mes estimés collègues, Natacha Vien, qui est conseillère et formatrice, coach spécialisée en développement du leadership et l'optimisation du potentiel humain, ainsi que Ghislain Parent, qui est formateur et conseiller sur les outils utilisateurs, une vraie référence chez nous. Alors, je suis heureuse de vous accueillir tous les deux. Bonjour! Bonjour! Salut! Avant qu'on passe à la première question, j'ai envie de vous demander, chers amis, c'est quoi vos constats des dernières semaines? Qu'est-ce que vous avez vu, entendu, discuté avec vos clients? Natacha, je commencerai par toi. Oui, écoute, le premier constat que je fais, moi, à l'heure actuelle, ce qu'on a vécu au cours des 4-5 dernières semaines, c'est que auparavant, les clients me faisaient part de leurs problématiques et on discutait à comment on peut résoudre ces problèmes-là. Et là, la différence, c'est que je vis les problématiques à la même vitesse qu'eux. Alors là, ça devient une richesse d'échange sur qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on a essayé, qu'est-ce qui serait plus efficace. Donc, à la fois sur nos succès, nos ratés, nos apprentissages et comment réfléchir à demain. Donc, il y a le côté, au départ, au début de cette aventure-là, on cherchait à s'équiper parce que travailler à distance, il y a des gens qui n'avaient pas le matériel nécessaire. Après ça, c'est de s'outiller. Fait qu'on est allé chercher des outils. Puis là, on a essayé plein d'affaires. Et à la fois du côté technologique puis à la fois du côté humain, ce qu'on se rend compte en jasant avec tout le monde, c'est que la problématique, c'est qu'on a perdu le contrôle de notre temps. Que, comme tu le disais, le jour de la marmotte, oui, on a l'impression de revivre la même chose et que nos journées n'ont pas de début puis n'ont pas de fin. Nos semaines n'ont pas de début puis on n'a pas de fin. Puis il y a plusieurs de mes clients et de nos clients qui nous disent « Hey, j'ai manqué des rendez-vous parce que je pensais que c'était mardi, on est jeudi, je suis mélangée. » Fait que donc là, d'autant l'importance de revenir à quels seraient nos outils les plus importants pour être capable de faire des choix puis être capable de faire son suivi efficace. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que la collaboration était déjà un défi en soi quand on était en face à face, côte à côte. C'est un défi encore plus grand lorsqu'on est à distance. Fait qu'on est encore là-dedans, de définir notre modus operandi, de trouver une façon efficace pour que tout le monde en tire son compte en utilisant les forces, les talents de chacun, en mettant en profit toutes les personnalités qui sont très différentes.
Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, après 4-5 semaines, c'est des élans de créativité et d'innovation qu'on n'avait pas vus avant. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand on va dans la créativité et qu'on va solliciter les idées, les solutions de tout le monde, on partage un peu notre leadership dans l'équipe. Et ce que ça donne, c'est que ça fait ressortir, je vous dirais peut-être le pendant de chacun s'affirme et s'affirme davantage. Et ce qui fait que quand on est en ligne puis on essaie de collaborer ensemble, par moment, ça crée des malentendus, puis par moment, ça peut même voir développer en conflit. Puis les équipes vivent ça, puis je vous dirais, chez nous, on l'a vécu au sein de notre propre équipe. Chez les clients, ça nous parle de ça aussi. Alors, comment on fait pour s'outiller, pour être capable de toujours travailler dans le côté positif, efficace en équipe pour atteindre les résultats qu'on souhaite atteindre et que tout le monde puisse avoir l'impression de contribuer à la juste valeur et miser sur ses forces et ses talents. Donc, on est vraiment, vraiment là-dedans. En ce moment, évidemment, on cherche à informer, à se tenir informé, à être entendu, à être assuré, à être soutenu et surtout à être impliqué. Puis je pense qu'on est vraiment dans tout ça. On a des besoins individuels, des besoins d'équipe qui rencontrent tout ça. Et ce qui se passe maintenant, après 5 semaines, ce que moi je vois, puis après ça, c'est sûr que, Ghislain, je vais te laisser un petit peu de viande. Hein? 30 secondes, oui, peut-être? Ben oui, j'ai fini, là. Ce qui se passe maintenant, pour moi, c'est qu'on est rendu à une étape où, une fois qu'on s'est équipé, on s'est outillé, puis on a essayé différentes choses, c'est de faire des choix. On est rendu là. Après 4-5 semaines, là, c'est faire des choix, s'adapter aux besoins et aux attentes de chacun des coéquipiers qui ont évolué depuis 5 semaines. Fait que les choix qu'on a faits en début de piste sont peut-être plus les plus appropriés maintenant. Et de se structurer autrement, puis de reprendre individuellement le contrôle de son temps. On est rendu là. Okay? Fait que c'est ce que je constate, c'est ce que je discute avec nos clients et c'est ce qu'on partage aussi au sein d'Agenda. Voilà. Super. Merci, Natacha. Quelle belle intro. Alors, Ghislain, toi, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? De quoi tu as discuté? Un peu la même chose, effectivement, que Natacha nous disait. On le vit beaucoup au niveau humain. Hein? C'est du changement à vitesse grand V, mais ça a un impact sur comment je vais travailler dans cet environnement-là, le choix des outils, comme Natacha disait, mais le choix des outils, c'est quoi? Je peux continuer comme avant, d'utiliser le téléphone, parler avec mon monde, je peux envoyer des courriels, je peux envoyer un message dans Teams, je peux aller faire un petit clavardage avec mes outils de communication. Il y a plein de choix maintenant qui sont à faire, qui sont nouveaux. Puis là, ben, je n'ai pas eu de guidance là-dedans. On m'a tiré ça, on m'a dit « Go ». Il y en a qui travaillaient déjà dans ce mode-là, comme nous autres, on était là, on a plein de clients, des gens qui travaillent dans le jeu, dans les TI. Il y avait une habitude de travailler avec ces outils-là, mais pour les gens qui n'ont jamais touché à ça, c'est ça les questions qui reviennent souvent. Je devrais-tu me faire un nouveau Teams ou je devrais-tu envoyer ça par courriel? Je partage-tu un dossier dans Google Drive? Comment je travaille en équipe? Comment je vais évoluer là-dedans? Quand c'est nouveau, cette pratique-là qui est très basée sur des technologies, bien, ça amène un paquet de questions parce qu'il y a apprendre l'outil et apprendre à travailler différemment en équipe. C'est ça le grand défi qu'on voit là, qui revient souvent. Et une des choses, pour conclure là-dessus, qu'est-ce que je leur recommande, c'est mettez rapidement des bonnes pratiques pour donner du sens à chacun des outils, pour aider les gens à sortir de la complexité des outils, parce qu'ils ne sont pas si compliqués que ça, mais si j'en ai trop, là, ça devient complexe. On se perd. Exact. Excellent. Ben alors, si vous êtes prêts, on se lance. Donc, on a séparé le Vox Pop en 3 grands thèmes qui revenaient. Alors, ce qu'on a pris, c'est toutes les questions qui ont été posées dans les différents webinaires qu'on a fait dans notre première série. On a essayé de les rassembler sur ce qui était plus porteur, ce qui revenait le plus souvent. Alors, le premier thème, c'est les espaces de collaboration. Et je commence en m'adressant à Natacha. Un safe space, on a dit ça à quelques reprises, on en a parlé. Quand on collabore à distance, ça veut dire quoi? Oui, donc safe space traduit vitement en français, c'est créer des espaces sécuritaires. Donc, créer des espaces sécuritaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le fond, s'entendre en équipe sur comment on va se dire les choses. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, dans la manière de dire et comment le dire. Donc, c'est comme créer un pacte
où on peut parler, certaines entreprises vont dire des règles de base, d'autres vont appeler ça des conditions de succès. L'idée là-dedans, c'est d'avoir des comportements observables, les définir. C'est un exemple, ben, pour aller de l'avant, on a besoin d'avoir de l'ouverture d'esprit. Parce que il faut partir en mode de résolution de problèmes, mais aussi de partir en mode d'innovation pour aller chercher des nouvelles idées. Il faut qu'on soit ouvert, il faut qu'on soit transparent, il faut qu'on soit aussi collaboratif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Comment on va le voir en action? Fait que donc, des exemples comme ça de comportements souhaitables et qu'on cherche à voir au sein de l'équipe pour que chaque membre de l'équipe se sente à l'aise de lever la main lorsqu'il a besoin d'aide, de dire quand ça va pas, de challenger le statu quo, de dire aussi, écoutez, je vais vous avouer quelque chose, je me suis trompée. Okay? Puis d'être vulnérable, de se sentir correct d'aller dans la vulnérabilité puis de dire j'ai besoin d'aide, je me suis trompée, d'avoir des conversations courageuses avec certains collègues au moment approprié, de partager ses idées. Donc, c'est tout ça, c'est oser faire différemment. Donc, il faut créer un espace comme ça. Si vous regardez souvent des vidéos, des TED Talks, vous pouvez voir aussi Simon Sinek qui parle dans le fond, de ce qu'on appelle le Circle of Safety ou le cercle de sécurité. Donc, le gestionnaire a beaucoup à faire de ce côté-là pour initier cette conversation-là, pour qu'ensemble, on puisse établir comment on va collaborer de façon sécuritaire où chacun peut s'exprimer librement. C'est vraiment ça le point au niveau de la sécurité humaine. Très bien. Je me tourne vers toi, Ghislain, pour la deuxième, parce que c'est revenu à plusieurs reprises aussi et on l'a abordé aussi selon différents angles. Mais les outils les plus populaires pour améliorer la collaboration à distance, selon toi, quels seraient-ils? Une question, piège, difficile à répondre parce qu'il y en a plein. L'affaire, faut d'abord distinguer la différence entre collaboration et communication. Ça, je pense que les gens le mélangent. Tu sais, je prends Skype, on ne l'a pas mis dans la liste. Pourquoi? Parce que Skype, pour faire des réunions, on peut discuter pour un projet sur lequel on collabore, mais c'est un outil de communication. Quand on parle des outils qui sont présentés ici, c'est qu'ils ont deux fonctions. Ils ont la fonction d'abord de permettre aux gens de converser, de partager de l'information, partager des discussions, mais aussi d'élaborer des projets, que ce soit de développer des tableaux Kanban, par exemple, de développer un suivi de projet dans une liste de projets, de mettre des documents qui vont évoluer dans l'équipe en coédition. C'est ça la force de ces outils-là, c'est que ça met en commun des outils, des documents et des conversations. Puis souvent, ben, on les voit apparaître selon le type d'organisation qu'on est, parce que la vocation est différente pour les outils, mais aussi, il y a les secteurs différents qui vont utiliser plus d'outils. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de Discord. Les gamers connaissent tous Discord. C'est un outil qui ressemble beaucoup à Slack, qui était là avant les autres, mais qui a évolué dans les entreprises qui ont des geeks. Puis là, ils ont dit, bien, on a un outil de travail en équipe. Ils ont implanté ça, il a évolué. Même chose avec Slack, qui est un outil qui a pris des approches un peu appuyées comme ce qu'on voyait dans G Suite pour travailler des documents ensemble, qui a rajouté la notion de mettre des canaux qu'on retrouve dans Discord, qu'on retrouve dans Teams et autres. Alors, selon les besoins, il y a des zones comme ça qui sont là, il y a des outils qui vont apparaître. Jira, Trello, plus Jira, Confluence, plus tourné vers des projets TI, Trello, plus sur la gestion de projet par projet, mais en mode agile, avec là une approche très Kanban comme approche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres outils? Bien sûr qu'il y en a d'autres, mais de puiser dans ceux-là, l'important, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre outil, de bien l'adapter à votre réalité, puis de bien l'implanter avec les bonnes pratiques dans l'équipe. Bien, justement, je trouve ça intéressant que tu finisses comme ça ton explication parce que c'était ma prochaine question. Ce serait quoi les meilleures pratiques pour bien collaborer à distance? Puis je pense qu'il y a comme deux aspects à cette question-là. Tu sais, oui, les outils, mais comment humainement aussi on peut le faire? Alors, je vous laisse la parole, les amis. Je vais y aller en premier parce que je pense que l'aspect humain doit être traité avant la techno. C'est important de regarder dans le fond qui sont les membres de l'équipe et quelles sont leurs forces, leurs talents, leurs préférences. Ici, vous voyez, là, parmi les meilleures pratiques, la matrice de l'équipe, c'est-à-dire d'avoir une nomenclature
de qui est dans l'équipe, bon, comme je disais, les forces, les talents, et aussi les horaires de travail. Donc, des horaires de travail qui nous permettent aussi de voir, dans le contexte actuel, on est à distance, mais on est à chacun chez soi. Il y a peut-être des contraintes qu'il faut tenir compte pour ne pas forcer les gens à assister à des réunions ou à participer à des projets qui vont à l'encontre des contraintes dans lesquelles les gens sont. Que ce soit gérer sa famille, gérer des personnes âgées, prendre soin d'eux, parce qu'on est un aidant familial et tout ça. Donc, il y a à tenir compte de ça. Ensuite, ben, c'est de définir, comme je le disais, les règles. Les règles, ça, c'est au niveau du pacte, comme je le mentionnais tout à l'heure, sur comment on devrait se comporter en équipe pour atteindre les résultats qu'on cherche à accomplir. Le guide de gestion d'équipe, de ce côté-là, c'est, OK, ben, réfléchissons à, puisqu'on connaît notre mission, nos visions, nos valeurs, nos objectifs stratégiques, est-ce que nos objectifs tiennent encore la route maintenant? Quels sont nos nouveaux projets, nos nouvelles initiatives qu'on devrait tenir compte? Et maintenant, une fois qu'on a fait ça, comment on va se rétablir ou se partager les rôles et responsabilités? Puis une fois qu'on a fait ça, là, c'est le temps de réfléchir à, OK, mais pour arriver à nos fins, parce qu'on se partage des responsabilités, parce qu'on doit se relayer sur certains projets, certaines initiatives, là, on a besoin d'outils pour nous aider à collaborer à distance. OK? Fait que là, c'est le moment de choisir après ça, OK, par rapport à ce qu'on veut faire, ce qu'on cherche à accomplir, de quoi on a besoin au niveau outils et équipements pour nous permettre d'y arriver. Donc, évidemment, bien, il y a une notion aussi de gouvernance là-dedans. Il faut que quelqu'un soit en charge. On ne peut pas être tout le monde responsable et en même temps responsable de rien. Fait qu'il y a une gouvernance à mettre en place. Et l'autre chose, c'est au niveau des modes d'échange. Puis comme Ghislain l'a abordé tout à l'heure, c'est comme, OK, quel outil on utilise pour faire quoi? Pour nous permettre de communiquer au bon moment, à la bonne fréquence, en invitant les bonnes personnes. Parce que là, on a plein d'outils, on en a trop. Faisons des choix. Mais ça, ces conversations-là, il faut qu'elles aient lieu en équipe pour qu'après ça, on puisse s'ajuster. Ghislain? Oui, et comme tu disais, Natacha, c'est d'appliquer les bonnes règles en équipe, que ce soit en personne réellement ou à distance. C'est un peu la même chose. Donc, il faut toujours partir comment on interagit entre nous et de mettre les bons outils en place, de choisir un outil comme, tu sais, ça fait quelques webinaires, là, je ne sais pas si vous avez suivi les précédents, mais je disais, l'important, c'est que si on veut travailler en équipe, il faut être dans une même zone commune, il faut avoir les mêmes outils, la même façon de travailler. Ça ne veut pas dire que toute l'organisation doit être exactement dans un même mode, mais au moins que toute l'équipe soit et adhère par les mêmes règles, les mêmes façons de travailler. Et ça, des exemples simples que je vois chez des clients qui ont implanté rapidement, par exemple, Teams, c'est qu'ils vont mettre Teams et là, les gens vont se créer 28 équipes dans leur équipe. Et là, ils ne comprennent plus que ça ne marche pas. C'est normal parce qu'une équipe, c'est des gens, c'est des personnes. Donc, un espace d'équipe très ouvert qui va me permettre après ça de mettre des documents. Là, je peux scinder les documents que je dépose dans l'équipe basés sur des projets des personnes. Même chose pour les canaux de discussion. On va les attribuer plus par thème, par activité, par sous-comité de mon équipe, mais je n'ai pas besoin de créer 28 espaces. Et c'est ça qu'il faut faire attention, c'est d'éviter d'éclater trop les espaces en trop de petites zones, puis on va retomber en silo. Alors, si vous travaillez juste dans votre Outlook ou juste sur votre ordi, très difficile de collaborer. Mais si vous travaillez dans un espace, parmi les outils, là, dans ceux qu'on vous a mentionnés, vous avez le choix. Quand vous allez travailler dans ces espaces-là, c'est que vous vous donnez justement l'environnement. Voyez ça comme un espace physique. Vous êtes dans une même salle, je me vire de bord, je peux poser une question à quelqu'un. Bien, si je suis dans la même salle virtuelle, je peux me tourner vers un canal puis poser des questions. Si la personne n'est pas là, la personne d'à côté va peut-être passer par là puis l'entendre. Et là, mettez des bonnes pratiques, bien sûr, pour éviter que ça crée trop de bruit. Mais en gros, là, ce qu'on veut, c'est réduire le nombre d'endroits, le nombre d'outils pour faire en sorte que ça soit plus simple de collaborer. Excellent. Merci à vous deux. On m'avise que le question-réponse ne semble pas fonctionner. Alors, je vous invite à utiliser le clavardage pour poser vos questions. On va les prendre en note et on pourra y revenir à la fin du Vox Pop. Je vous rappelle aussi que les questions qu'on aborde ici ont été tirées des questions que tous les participants ont posées dans les précédents webinaires. Donc, on veut s'assurer de répondre à la majorité d'entre eux. Donc, on a fait des regroupements. Alors, on passe à notre deuxième thème, qui était les espaces de socialisation.
qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est? Bien, je pense que la prochaine question va nous aider, Natacha. Pourquoi est-ce que c'est important de créer des espaces de socialisation virtuelle dans une équipe? Ça va faire le lien avec ce que tu nous mentionnais tantôt. On parlait de Safe Space, mais qu'est-ce qu'il y a de différent entre collaboration et socialisation? Oui, bien, c'est sûr que pour être en mesure de collaborer de façon efficace, il faut se faire confiance. C'est difficile de se faire confiance quand on ne se voit jamais. Et quand on n'est jamais connecté. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de créer des espaces de socialisation, soit séparés ou avoir des moments de socialisation lorsqu'on a des rencontres d'équipe ou des rencontres un à un de suivi de projet ou d'initiative ou de tâches. Fait que donc, ça n'a pas besoin nécessairement d'être séparé, ça pourrait être intégré, mais il faut aller dans l'humain pour bâtir et maintenir la relation de confiance. Donc, quand on parle de socialisation virtuelle, puis pourquoi c'est important, un, ça bâtir la confiance. Deux, c'est de favoriser la cohésion de l'équipe et le sentiment d'appartenance de chacun. Donc ça vient favoriser, développer la loyauté envers l'équipe. Aussi, pour se sentir moins seul, parlons-nous des vraies affaires, là. Surtout pour les plus extravertis d'entre nous, là, travailler seul à la maison, c'est excessivement difficile. Donc, pour les extravertis, c'est un bonus d'avoir des espaces sociaux. Pour apprendre à se connaître différemment aussi, pas juste parler business, OK? Plus on apprend à se connaître, plus on se fait confiance. Tout est relié au niveau humain, psychologique. Et puis, on le sait, là, plus une équipe est unie et se fait confiance, plus elle est forte et elle est capable de relever tous les défis qu'on lui présente et elle est capable d'aller plus loin et réussir davantage qu'une équipe qui se fait confiance comme ça. Okay? Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il faut créer un espace de socialisation dans l'équipe. Dans le fond, je comprends que c'est que par le virtuel, d'essayer d'aller compenser cette présence-là physique qu'on n'a pas en étant chacun chez soi. Oui, parce qu'on n'a plus de machine à café, on n'a plus de corridor, on n'a plus d'espace cafétéria, on n'a plus de fontaine d'eau. Alors, il faut remplacer ça par autre chose. Il faut trouver d'autres moyens. Oui. Super. Et comment ces espaces-là ou comment est-ce qu'il y a d'autres moyens pour garder son équipe intéressée puis mobilisée? Je pense entre autres aux équipes où ils ont des membres qui ont été mis à pied temporairement, qui sont en chômage, qui ne sont pas toujours en activité. Comment on arrive à faire ça selon toi? Écoute, c'est selon moi, mais c'est selon mes conversations aussi que j'ai eues avec certains gestionnaires dernièrement. Donc, quand je porte mon chapeau de coach, on a des conversations actuellement avec des gestionnaires sur « OK, mais moi, mon monde je veux maintenir le lien d'emploi, mais en même temps, ils sont en mise à pied temporaire. Est-ce que je peux me permettre d'aller les solliciter? Est-ce que je peux me permettre de cogner à la porte virtuelle, puis de leur dire « Hey gang, j'aimerais ça qu'on garde contact. » Puis la réponse, c'est oui. Les gens, là, le demandent. Fait que des fois, les gestionnaires sont gênés. Alors, si vous êtes un gestionnaire, je vous dis, allez-y. Si vous êtes un employé, levez la main. « Hey, gestionnaire, moi, je trouverais ça cool qu'on continue à garder contact. » Il y a différentes façons de le faire, OK? On peut créer ou continuer à utiliser le clavardage interne qu'on a déjà établi, un des outils qu'on a. On peut aussi créer des sondages juste pour que ce soit par doodle ou peu importe, juste pour comme créer une dynamique intéressante. On peut aussi utiliser l'humour, on peut donner des défis perso. Défis perso, aujourd'hui ou cette semaine, j'aimerais que vous fassiez un défi physique, blablabla, puis on se retrouve à la fin de la semaine pour en parler. Ça pourrait être aussi un défi idée brillante, OK? Ou votre principal apprentissage de la semaine. Ou, hey gang, j'aimerais ça qu'on planifie notre retour ensemble. J'aimerais ça qu'on décide maintenant comment on va redéfinir notre futur quand on va revenir tout le monde ensemble dans quelques semaines. Fait qu'il y a plein de façons de garder son équipe intéressée et mobilisée. L'idée là-dedans, c'est aller sonder. Soyez pas gênés. Allez tendre la main, puis vous allez voir, vous allez avoir des réponses pas mal plus favorables que vous pensez. Super. Effectivement, je pense que d'amener les gens à participer aussi à leur lien. Je comprends que certains gestionnaires se posent la question, mais tu l'as bien dit, si vous êtes un employé, bien, n'hésitez pas non plus à lever la main et à dire non, moi aussi j'ai envie. C'est comme ça que probablement les idées les plus novatrices vont se présenter. Et justement, est-ce que tu aurais des meilleures pratiques à nous partager à cet égard-là? Mon conseil numéro 1, puis c'est une meilleure pratique qui évolue chez Agenda, mais qui évolue partout chez nos principaux clients actuellement, dont on garde le contact étroit, c'est s'adapter aux besoins et aux attentes
de tous les membres de l'équipe. Comme je le disais tantôt, on a peut-être fait un plan en début de télétravail. On est 4-5 semaines plus tard. Peut-être que le plan ne tient plus la route. Okay? Je vous fais part d'une expérience qui est vécue au sein de notre équipe. Je fais partie d'une équipe qui s'appelle Culture et Leadership chez Agenda. Et quand on est tombé en mode télétravail, on a eu ce besoin-là, tout le monde, de s'aligner et aussi de se connecter socialement parce qu'on avait perdu nos repères. Donc, au départ, notre gestionnaire a dit, écoutez, on va le faire à tous les jours. Donc, socialement, tous les jours, on se faisait des comment ça va. Et là, la semaine passée, on a dit, hey, ça commence à être lourd, les comment ça va tous les jours. On n'a plus besoin de se parler autant. On ne pourrait pas faire ça, genre, en début de semaine. C'est ce qu'on a fait cette semaine, une fois, en début de semaine, pour se lancer positivement, démarrer ensemble, fort et unis, la semaine. Donc, quelle est votre intention de la semaine? Vous voyez, fait que ça a évolué. Avant, c'était à tous les jours. Puis, évidemment, on se parlait d'émotions fortes, hein, des bonheurs, mais aussi beaucoup de malaise, de frustration, de peine, de préoccupation. On parlait de toutes sortes d'affaires. Là, on s'enligne sur, OK, comment on peut s'aider à rester positif puis s'aligner vers le futur. L'autre affaire aussi au niveau de l'équipe, c'est au départ, on suivait la communication formelle de l'organisation. Et on s'est rendu compte rapidement qu'on avait besoin d'avoir des rencontres quotidiennes d'alignement sur nos priorités d'affaires qui évoluaient à tous les jours parce que tous nos clients étaient en train de s'ajuster, ce qui faisait que nous, il fallait s'ajuster à tous les jours. Maintenant, on le fait 2 fois par semaine parce qu'on n'a plus besoin de se parler à tous les jours. On a trouvé notre mode de fonctionnement. Fait que donc, s'ajuster aux besoins puis aux attentes des coéquipiers. Puis évidemment, tenir compte aussi des besoins et des attentes du gestionnaire puis de faire un partenariat ensemble pour trouver la façon de faire maintenant qui pourrait être revue dans un mois, puis dans un autre mois, puis dans un autre mois, parce que c'est un processus évolutif. Je comprends bien que c'est quelque chose qui est en amélioration constante. Mais le Oui. mot-clé, c'est adaptation. Donc, adaptation aux besoins, aux attentes et de ce qui se passe. Super. On est déjà rendu à notre 3e thème. Je vous rappelle, n'hésitez pas à nous poser vos questions si vous voulez qu'on y revienne enfin, s'il en émerge sur les différents sujets qu'on aborde. On a réalisé que finalement, le QR maintenant fonctionne. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser pour nous poser vos questions. Et vous avez également toujours la fonction du petit pouce en l'air. Si c'est une question qui est déjà posée, qui vous intéresse, allez mettre le petit pouce. Ça va la promouvoir et on va voir qu'il y a vraiment un intérêt et on va essayer de s'y attarder à la fin de la présentation. Alors, notre 3e thème, les réunions virtuelles. Hein? On en a parlé dans notre série et puis plusieurs questions ont été répondues, mais il y en a toujours, je pense, étant donné que c'est une nouvelle réalité qui a frappé tout le monde de plein fouet. Donc, Ghislain, comment on organise ça, une réunion virtuelle, là, pratico-pratique? Première chose qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas si différent d'une réunion traditionnelle. C'est juste dans la façon dont on le fait que ça va être différent. Si on veut que ce soit virtuel, donc il y aura un outil nécessairement utilisé. Des outils que l'on utilise beaucoup pour faire ça habituellement, c'est les outils comme Outlook. Alors, vous allez remarquer que la plupart des outils qui se connectent, que ce soit WebEx, que ce soit Teams, que ce soit Skype ou autre, il y a toujours une option pour ajouter un petit bouton dans les réunions. Alors, commencez par ça. Invitez les gens normalement et trouver la période qui est la bonne pour rejoindre les gens. Donc, il ne faut pas essayer de réinventer la roue. On lance une invitation à laquelle les gens, lorsqu'ils vont avoir l'alerte de se connecter, vont être automatiquement rentrés dans la même réunion. J'ai eu des petits émois des fois où il y a des gens qui ont invité avec 2-3 liens différents. Donc, on se retrouvait dans des salles différentes avec des outils différents. Alors, c'est important de continuer à dire, c'est ma responsabilité de créer la réunion. Alors, j'invite les gens et en faisant ça à travers vos outils habituels, ça va être beaucoup plus facile. Donc, même chose que, assurez-vous que dès le début de la réunion, tout le monde sait comment fonctionne l'outil. On suit les règles, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va animer, on va avoir des personnes qui vont pouvoir ajouter des commentaires, de l'information. Il y a toujours un outil, souvent de chat, qui permet de façon non interruptive, je ne sais pas si je dis ce mot-là, mais qui va pouvoir mettre des petites questions, peut-être à discussion, des éléments comme ça. Alors, c'est vraiment partir. Une bonne réunion en salle, on a les mêmes choses. Prendre prise de notes,
un bon ordre du jour, les objectifs sont clairs, il y a quelqu'un qui anime et les gens participent, on embarque dans le même principe. C'est ce qu'on essaye de faire ici. On s'est choisi la meilleure animatrice qu'on avait chez nous, puis comme ça, ben, on sait que ça va bien se passer. T'es beaucoup trop gentil, Ghislain. Ça te va bien la flatterie. Mais je comprends que, ultimement, une réunion virtuelle, c'est pas si différent d'une réunion en personne. Peut-être même que ça demande juste un peu plus de structure et de rigueur. Ça m'amène justement comment animer une réunion virtuelle de manière plus dynamique, étant donné qu'on n'est pas en présence, qu'on ne peut pas être aussi, je dirais, de gesticuler autant ou de faire état de sa présence autant. Comment on le fait? On peut le faire en virtuel. Natacha, ou est-ce que tu es prête à répondre à Je ça? pense que c'est toi, Ghislain, qui peut nous répondre à ça. Ben, c'est comme tu veux. Non, je pense que Ghislain voulait que je prenne la balle là-dessus. C'est pas grave, regarde, on complétera. Écoutez, il y a beaucoup de trucs et astuces. Je viens de voir une question qui a popé sur combien de temps ça devrait durer une réunion virtuelle. Moi, je vous dirais, si vous voulez garder les gens intéressés puis engagés, plus court, c'est mieux que plus long. Fait que peut-être que ça serait d'y aller avec un objectif précis, un agenda très clair, très ciblé. C'est 15 minutes, c'est une demi-heure, mais c'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures, c'est pas 3 heures. Okay? Donc, soyez efficace, raccourcissez votre temps. Soyez encore plus dynamique et vivant qu'une rencontre en face à face. Donc, et variez vos différentes stratégies d'animation. Donc là, l'idée, c'est, dépendant des outils que vous utilisez, si vous avez un outil, un exemple comme Teams ou Zoom qui vous permet d'utiliser un tableau blanc, qui vous permet d'utiliser aussi une fonction chat. Donc, vous demandez aux gens de garder une interaction avec vous de façon différente en posant des questions. Ils vous répondent par écrit. Après ça, ils peuvent écrire même sur un tableau blanc. Ça permet de dynamiser la rencontre. Aussi, gérer les attentes. Okay? Quand on est en rencontre virtuelle, il y a un bout qu'on n'arrive pas à contrôler à 100%, c'est la technologie puis la bande passante de chaque personne dans sa résidence ou dans son lieu de travail séparé des autres. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça se peut que ça plante. Ça se peut que ça ne soit pas aussi fluide. Donc, on a des trucs là-dedans. Donc, si on voit que ça gèle, ben, de demander à tout le monde de fermer les caméras. Mais par contre, on devrait les ouvrir au moins pour se connecter en début de rencontre puis se dire un petit bonjour. Tu sais, tantôt, je parlais des éléments sociaux. Là, ça en est un. De se voir, OK, pour se relier. Structurer vos thèmes aussi, d'être très clair dans la structure sur on lance une question, on débat, on conclut, on passe à autre chose. Il faut être plus structuré lorsqu'on anime en virtuel que live. L'autre chose que je voulais vous dire peut-être, c'est d'être à l'affût des dernières technos. Écoutez, c'est clair, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va y avoir plein d'innovations au niveau des applications et des outils disponibles pour animer des rencontres virtuelles. Être à l'affût, essayer d'en intégrer quelques-unes, même si ce n'est pas parfait du premier coup, c'est pas grave, on apprend en faisant. Ghislain, est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses? Oui, c'est ça. Puis, les outils qu'on utilise, des post-it, que ce soit des tableaux blancs, des tableaux, des flip charts, ben, on a des outils pour le faire. C'est important que l'animateur prenne contrôle un peu aussi de l'écran, partage son écran, comme là, actuellement, vous pourriez juste avoir notre face ou avoir juste le son, mais mettre des supports visuels au début, de mettre le plan de match. Ensuite, si vous avez des documents, j'aime beaucoup utiliser les nouveaux outils. C'est sûr que j'utilise beaucoup les outils de Microsoft qui sont tous faits pour des appareils touch. Alors, si vous animez une réunion avec un nouvel appareil qui a un écran tactile, vous pouvez, à l'intérieur des présentations, que ce soit du Word, du PowerPoint, vous pouvez encercler des choses importantes et vous pouvez même permettre à une autre personne de venir prendre le contrôle pour ajouter au dynamisme dans la réunion. Puis vous avez des outils comme OneNote qui permet de transférer OneNote en plein écran comme un tableau blanc. Et là, on crée une page à chaque interaction et on peut revenir ensuite sur ces pages-là pour animer de façon dynamique. Puis ça laisse des traces par la suite pour que les gens puissent y revenir. Puis en passant, un petit truc que les gens oublient souvent, c'est qu'on a des gens qui ne peuvent pas participer nécessairement à la rencontre. La plupart des outils vous offrent la possibilité de l'enregistrer. Enfin, alors, lancez l'enregistrement. Pour les gens qui sont absents, ils pourront l'écouter par la suite. Et comme dans Teams, c'est automatique. Quand vous le réécoutez, vous pouvez même l'écouter à 1,5 ou 2 fois la vitesse pour rapidement voir ça. Et ça fait même la transcription
de tout le verbatim qu'il y a eu dans la réunion, ce qui permet d'aller faire une recherche, peut dire quand est-ce qu'ils ont parlé de virtuel, par exemple, et ça sort tous les emplacements où le mot virtuel a été mentionné. C'est des outils qui vont vous aider à rendre à la fois dynamique et aussi d'intégrer des gens qui ne seront peut-être pas présents au moment de le faire. Bien, écoute, je trouve ça super intéressant que tu conclues de cette façon-là, Ghislain, parce que la prochaine question qui avait été posée et qui était revenue, c'est comment on assure justement la participation de tout le monde dans une réunion virtuelle, parce qu'on le sait, il y a différents styles. Quand on est dans une salle, bien, on voit les gens, on voit l'interaction, on est capable de donner la parole. En virtuel, on a un degré de difficulté supplémentaire. Comment on peut contourner ça ou encourager la participation de tout le monde? Écoute, on revient à la base d'une réunion efficace, OK? Donc, si un exemple, on veut que les gens arrivent prêts à émettre des idées, des solutions, il faut les préparer en amont. Donc, il faut avoir un objectif clair, un agenda clair. Puis, il faut aussi, si on a des documents de référence sur lesquels se fier, il faut les envoyer d'avance. Donc, ça, évidemment, encore une fois, parce qu'on parle de participation active et équitable de tous, si tout le monde arrive avec la même préparation dans la rencontre, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Quand on est live, OK, on utilise différents outils comme le chat, OK, pour aller solliciter les points de vue. Le tableau blanc, on en a parlé. Mais au niveau des tours de table, OK, donc ça devient à l'animateur, la façon d'animer, il y en a plein, là. On pourrait regarder la liste des participants puis y aller en ordre alphabétique ou en ordre d'apparition sur la liste. On pourrait dire aux gens, cliquez sur le petit bouton main levée dès que vous êtes prêts. Et je donne la parole à celui ou celle qui aura levé la main en premier et aller dans ce sens-là aussi. Il y a plein de façons et l'idée, le truc, c'est dynamiser. Faites-le différemment d'une fois à l'autre. Comme ça, les gens vont avoir l'impression que c'est toujours une expérience nouvelle. L'autre chose, c'est, rappelez-vous, les introvertis, en ce moment, vont peut-être plus briller davantage dans nos rencontres virtuelles qu'on les verrait dans des rencontres en face à face. Souvent, en face à face, on voit que les extrovertis, ça parle, ça parle, ça parle. En virtuel, lorsqu'on force tous les gens à se mettre en mode silence et qu'on a un animateur qui joue ou qui gère le tour de parole, ça vient changer la dynamique. Puis je trouve ça vraiment beau à voir pour l'avoir expérimenté de différentes façons, que là, on vient avoir un partage équitable des contributions de tout le monde. Puis ça, c'est en lien, écoutez, pour avoir une participation maximale, encore une fois, ayez des conditions de succès ou des règles de base pour vos réunions. Ça va vous aider aussi à s'assurer que tout le monde respecte ces conditions de base-là, puis que tout le monde peut se le dire, « Hey, je pensais qu'on allait démontrer de l'ouverture d'esprit, c'était ça notre entente, puis qu'on dirait qu'on est fermé, là. Qu'est-ce qui se passe? » N'importe qui pourrait utiliser ces conditions de succès-là pour nous ramener à l'ordre et partager la responsabilité du succès de la rencontre virtuelle. Mm-hmm. Super. Si je peux compléter rapidement, Véronique, un petit élément. Oui, rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes. 2 minutes. Juste dire, on peut donner des rôles aux gens pour qu'ils embarquent dans la rencontre. Pas obligé que ce soit l'animateur qui fasse tout. Alors, si on donne des rôles, à tour de rôle, chaque personne prend sa place et ça oblige la personne à avancer. Ça dépend si c'est une réunion à 10 ou si c'est une présentation à 200. C'est sûr que l'approche va être différente. Très bon truc. L'animation déléguée peut aussi décharger un peu l'animateur et partager ce rôle-là. Super suggestion. Rapidement, je vous donne 30 secondes parce qu'il y a une question que j'ai trouvée très intéressante qui a été posée en disant que dans le milieu gouvernemental, il y a un communiqué qui a été mis par semaine, mais le côté ressources humaines aimerait créer de la socialisation. J'ai l'impression que c'est peut-être des façons de faire différentes. Comment on pourrait le faire de façon élégante pour sortir un peu du cadre plus formel? Oui, il y a beaucoup de communication actuellement parce qu'on a la chance d'aider beaucoup d'organisations gouvernementales en ce moment qui ont fait le virage vers Office 365 et Teams pour permettre le télétravail. Et la grande difficulté, c'est de canaliser toutes les communications. Donc, les ressources humaines, communication, aimeraient avoir un meilleur contrôle pour justement s'assurer que les gens ne sont pas débordés d'informations qui viennent de tous côtés. Ce qu'on propose à ces gens-là, c'est d'essayer de créer un espace, je n'ai pas le terme en français, mais un hub, un espace où on peut déposer l'information, mais on continue à la partager par les autres moyens. On ne peut pas y aller par un seul canal. On ne peut pas dire on va tout mettre dans l'intranet, on s'attend que tout le monde va aller là, surtout si c'est un intranet interne qui demande un VPN. Donc, il va falloir aller chercher les gens un peu partout
et récupérer l'information qui provient de la haute direction, récupérer l'information qui provient des équipes TI et venir packager ça d'une certaine façon. On l'a fait chez nous, on s'est fait une page qui n'a pas pris 3 semaines à monter, là, qui est une page COVID. On fait une page COVID, on va aller mettre là-dedans toutes les informations qui proviennent de différentes sources, ce qui fait que les gens ont un point d'ancrage pour aller revenir trouver l'information qui est rentrée par où? Es-tu rentré par Teams? Je l'ai-tu dans un courriel? Ils ont-tu posté ça dans un Yammer? Ça a-tu été envoyé dans l'intranet interne? Si on vient mettre ça, et je vous suggère d'y aller avec un des outils qui est disponible en ligne pour que les gens puissent y accéder à tout moment avec en toute ouverture et sécurité aussi. Natacha, tu aurais quelque chose à ajouter? Ben, le côté social de la chose, pour moi, maintenant, plus que jamais, les gens veulent pas rester dans le superficiel. Et quand je regarde, on veut pas juste avoir des communications corpo. Donc, j'entends le côté RH qui veut se rapprocher des gens puis garder le côté humain en vie. Alors, pourquoi pas proposer différentes idées puis à chaque équipe peut-être d'adopter. Est-ce que c'est un 5 à 7 virtuel qu'on organise une fois par semaine? Est-ce que c'est un lunch partage? Est-ce que c'est un café catch-up? Pas ketchup, catch-up, donc à jour. Il y a plein d'options. Fait que d'en lister plusieurs pour comme susciter les idées au sein des équipes puis de dire, ben vous avez les moyens, les outils pour le faire. Il y en a un, il y en a deux, les voici. Choisissez qu'est-ce qui correspond le mieux à votre équipe puis organisez-le. Déléguez cette phase-là. Ce que j'aime de ton point, Natacha, c'est de dire on comprend le désir de l'organisation de mobiliser, de rester connecté, mais peut-être qu'il y a une partie de cette responsabilité-là qui est plus facile à assumer par chacune des équipes pour rejoindre les gens. Donc, probablement, comme tu le dis, de rendre des outils disponibles, d'en proposer, puis après ça, de vous faire le suivi avec les équipes en disant qu'est-ce qui fonctionne chez vous. Puis ça rejoint le point que vous exprimiez plus tôt en disant on s'adapte aux besoins de chacune des équipes. Peut-être un petit point, juste rapidement, là, pour se baser là-dessus. Regardez ce qui se fait naturellement dans Facebook. Les gens, ils socialisent. Qu'est-ce qu'ils font comme activité pour attirer l'activité autour d'eux, animer ça? Ça peut se faire dans un cadre interne aussi. Il y a des outils qu'on connaît bien qui s'appellent Yammer qui permet de faire ça, mais ça peut se faire à travers, comme disait Natacha, des rencontres plus sollicitées, par exemple. Excellent. Bien, écoutez, ça conclut. On a dépassé un peu notre temps, mais je pense que il y a beaucoup de matière à partager. Dans nos webinaires, dans les semaines précédentes, on a beaucoup parlé d'apprentissage et la question est venue dernièrement à plusieurs reprises avec le nouveau programme là, qui a été annoncé par le gouvernement d'action concertée pour le maintien en emploi, le fameux PACME, si vous entendez cet acronyme-là. Sachez que c'est un programme qui s'adresse aux entreprises et aux différents regroupements qui vous donne accès à un budget pouvant aller jusqu'à 100 000 $ pour former et accompagner vos gens. On a dit, c'est une occasion peut-être de continuer à apprendre, de se mettre dans des nouveaux modes. Bien, j'ai envie de vous dire, profitez-en. Et si vous avez des questions, on est là pour vous accompagner. On peut vous l'offrir clé en main. Comment vous accompagner à bénéficier de ces services-là? Alors, n'hésitez pas à nous faire signe. On a aussi une page disponible là, pour vous donner toute l'information pour vous y référer. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, Natacha et Ghislain, de vous être prêtés à l'exercice du Vox Pop. On l'a vu, il y avait beaucoup de questions, on a beaucoup de contenu à passer, mais j'espère en tout cas que les réponses fournies vous auront éclairé. J'ai envie de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Ça me fait plaisir de dire ça parce qu'on a déjà une date fixée. Donc, mercredi prochain, 22 avril, on vous attend pour élaborer, pour aborder. Ça va être quoi ce nouveau rythme de travail-là? Qu'est-ce qu'on a mis en place? On en a parlé aujourd'hui, différents trucs qu'on peut faire, mais de ce qu'on a mis en place, comment on peut retrouver nos repères dans le contexte? Puis qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Qu'est-ce qui nous sert nous? Qu'est-ce qui sert nos équipes? Puis qu'est-ce qui va être durable dans le temps? Alors, j'ai bien hâte de vous retrouver pour en parler. Soyez des nôtres. À la semaine prochaine.